Ici la voix de Benjamin Vincent, et oui la vraie, sans IA dans vos oreilles. Bonjour à toutes et à tous, vendredi 29 août 2025, c'est donc bien le mardi 9 septembre à partir de 19h heure française qu'aura lieu la keynote Apple de rentrée avec le nouvel iPhone 17R entre autres. Apple l'a confirmé cette semaine et dans un instant, vous allez découvrir plusieurs des grands moments de l'interview exceptionnelle que m'a accordé Mark Gurman, notre confrère de Bloomberg, considéré comme le journaliste le mieux informé au monde sur Apple et ses projets. Et pour revenir sur chacun de ces sujets majeurs, l'iPhone pliant attendu dans un an, la probable hausse des tarifs à venir, mais aussi l'obsession d'Apple à proposer 4 iPhones chaque année, et peut-être un nouvel échec en vue pour cet iPhone 17R, avec l'arrêt de l'iPhone mini et l'arrêt probable de l'iPhone Plus. Enfin, vous saurez pourquoi il n'y aura probablement pas d'iPhone 19 dans 2 ans et pourquoi Apple passera sans doute directement à l'iPhone 20. Pour décrypter les informations distillées par Mark Gurman, l'un des meilleurs connaisseurs du secteur des télécoms, Christophe Romeil, est de retour cette semaine dans les voies de la tech. En attendant ce 9 septembre, les écoliers et les collégiens vont retrouver le chemin de l'école ce lundi 1er septembre et ils devront se passer de leur téléphone portable en classe ainsi que de leur tablette et de leur montre connectée. Confirmation mercredi d'Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, que vous entendrez au sujet de cette généralisation du dispositif portable sur pause. L'utilisation de tous ces appareils devient interdite et Bouygues Telecom l'avait anticipé en sortant dès le 23 juin une montre connectée juste pour rassurer les parents en se géolocalisant, dotée d'un forfait mobile bien sûr, mais sans pouvoir aller sur Internet. Tout à l'heure, Marc Laurier, le directeur marketing grand public de Bouygues Telecom, va nous présenter cette Kids Watch à moins de 100 € qui se met en mode école. Aux autres moments, elle permet quand même de passer des appels audio et vidéo, mais ce sont les parents qui valident les contacts. D'ici ce 9 septembre, l'IFA, le grand salon annuel européen de l'électronique grand public, aura ouvert ses portes à Berlin. Je vous retrouverai d'ailleurs depuis Berlin pour l'épisode de la semaine prochaine. Et encore mieux, puisqu'à partir de ce lundi 1er septembre, la famille des voix de la tech s'agrandit. En plus de l'hebdo que vous continuerez de découvrir chaque vendredi, je vous proposerai désormais tous les matins une pastille d'infos quotidienne, un contenu inédit directement lié à l'actualité tech, à écouter à partir de 6h45 pour garder le contact avec l'info et avec les voix de la tech bien sûr. Si vous écoutez, si vous appréciez les voix de la tech sur Apple Podcast, merci de déposer un avis. Quelques mots bien à vous qui donneront envie. N'oubliez pas que vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et le podcast a besoin de vous. Grand merci aussi pour vos partages et pour vos republications des posts des Voix de la Tech sur les réseaux, notamment sur LinkedIn et sur X, mais aussi sur Blue Sky, Instagram et Facebook. Partager et republier, ça fait toute la différence. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur toutes les grandes plateformes. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music notamment. Vous aurez accès à toutes les archives. Et puis pour écouter les interviews en totalité, la version intégrale des Voix de la Tech vous attend uniquement sur Apple Podcast et sur Spotify. Enfin, ne manquez pas la version vidéo des Voix de la Tech et c'est bien sûr sur YouTube. Dans un instant, le compte à rebours est lancé avant la keynote iPhone 17 du 9 septembre. Retour sur l'interview exceptionnelle que m'a accordé Mark Gurman de Bloomberg pour iWeek, la semaine Apple, mon autre podcast. Bonjour Christophe Romeil. Bonjour Benjamin, heureux d'être avec toi. Ravi de t'accueillir à nouveau dans les voies de la tech, de retour après un premier passage au moment du Mobile World Congress en février dernier à Barcelone. Je rappelle que tu es consultant, spécialiste du secteur des télécoms, fondateur du site web servicemobile au pluriel.fr. Bienvenue donc à nouveau à toi Christophe pour anticiper avec nous les annonces prévues le 9 septembre par Apple autour de la nouvelle gamme iPhone 17.
et les infos que j'ai recueillies directement pour iWeek, la semaine Apple, mon autre podcast, auprès de Mark Gurman, notre confrère de Bloomberg, qui est, allez, on va le dire, le journaliste le mieux informé au monde sur Apple et ses projets secrets. 9 septembre, donc, c'est confirmé, ce sera la date de la prochaine keynote confirmée par Apple. Je rappelle que l'iPhone, c'est le produit capital pour la marque. Allez, on va dire environ 50% de son chiffre d'affaires total, autour de 200 milliards de dollars par an qui entrent dans les caisses grâce au smartphone. Mais voilà, Christophe, l'iPhone qui a été lancé en 2007, on s'en souvient, à 18 ans, et Apple a bien du mal jusqu'à présent à le renouveler. On se souvient de l'iPhone mini qui a disparu après un lancement peu couronné de succès. Et dans quelques jours, c'est l'iPhone Plus avec son écran plus grand qui devrait lui aussi tirer sa révérence. Alors, pas de souci pour les 3 autres modèles de la gamme, hein, l'iPhone standard, le Pro et le Pro Max. Mais sur cette 4e case, on va dire, ça coince. Alors, quelles leçons en tirer pour Apple? J'ai posé la question en début de semaine à Mark Gurman. Je te propose qu'on l'écoute et on en parle ensuite tous les deux. Ça marche. Ouais, je pense que la leçon ici est qu'Apple, pour une raison quelconque, est désespéré d'avoir, à votre point, un 4e iPhone avec une variation différente. Et clairement, il y a une place pour le modèle de base. Clairement, il y a une place pour un modèle encore plus basique avec la ligne E, n'est-ce pas? Clairement, il y a une place pour 2 modèles Pro de taille différentes. Clairement, il y a une place pour, vous savez, un téléphone pliable, mais Apple semble croire qu'il y a une place pour une autre variation de téléphone. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu cela se vendre très bien. L'iPhone mini n'a pas été un succès commercial. L'iPhone Plus, ces générations de téléphones plus ces dernières années, n'ont pas été un succès commercial. Donc, ils ont essayé plus petit, ils ont essayé plus grand. Maintenant, ils essaient plus fin, n'est-ce pas? Je pense que cela va être fortement commercialisé. Ça va être plutôt cool. Certaines personnes vont aimer. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a trop d'inconvénients. La technologie de la caméra là-dessus va être inférieure à celle du reste de la gamme d'iPhone, même du modèle de base d'iPhone, n'est-ce pas? La batterie va être très inférieure à celle du modèle de base d'iPhone et des iPhone Pro. Et donc, cela va être un inconvénient pour beaucoup de gens. Et donc, personnellement, je ne prévois pas que l'iPhone Air soit une chose à long terme non plus. Je considère le téléphone Air comme une étape intermédiaire. Les technologies qu'il contient vont permettre des iPhone Pro plus fins à l'avenir, ainsi qu'un iPhone pliable. L'iPhone pliable sera comme 2 iPhone 17 Air côte à côte, donc un peu plus fin, peut-être 1 ou 2 mm en moins. Je pense qu'il y aura des cas d'utilisation intéressants, mais je ne le vois pas comme un succès retentissant, surtout pour le prix, probablement entre 900 et 1000 $. Ce ne sera pas aussi pratique que d'économiser quelques centaines de dollars et d'opter pour une marque un peu moins haut de gamme, pas en termes de performance, mais en dépensant quelques centaines de dollars de plus pour quelque chose de bien meilleur. La question est, les gens sont-ils prêts à payer pour un téléphone moins bon, payer plus pour un téléphone moins bon juste parce qu'il est super élégant et fin? Et je pense que certaines personnes, oui. Je pense qu'il se vendra bien dans certaines parties du monde, notamment en Chine, mais en même temps, je pense que ce ne sera pas un grand succès pour Apple et je ne pense pas qu'ils aient l'impression que ce sera le cas non plus. Bon, Christophe Romeilly, Mark Gurman, il n'est pas très optimiste non plus sur l'avenir de ce nouveau iPhone 17R. On s'attend à un iPhone ultra fin, mais finalement, c'est ce que fait déjà Samsung avec son S25 Edge, d'une certaine manière. Ouais. C'est vrai que l'iPhone n'a pas évolué depuis très longtemps, hein. Il y a eu l'effet waouh du 1, parce que le 1 a été une rupture totale avec tout ce qui était les mobiles avant. Il y a eu l'iPhone 4 qui a été une rupture, et puis l'iPhone 10 qui a été quand même assez innovant. Et depuis, voilà, ils ont. Alors, il y a des raisons à ça, hein. Ils aiment avoir un form factor. C'est la maîtrise de leur écosystème aussi, hein, pour l'App Store, etc. Il y a des raisons aussi. Alors, c'est vrai que commercialement et les chiffres annuels, ils ont besoin de se renouveler.
Je pense que le plan Apple que Gurman t'a décrit un peu dans votre conversation là, en 3 années de refonte, de design majeur, ça va de 2025 à 2027, hein, avec l'iPhone Air, l'iPhone pliable en 2026 et puis l'arrivée, de l'iPhone 20 où il explique j'ai bien aimé dans l'interview où il dit: «Bah, ils vont sauter le 19 en fait». Ils vont passer directement au 20. Mais c'est vrai qu'ils ont besoin de se renouveler. Je te dirais quand même, par rapport à lui, que les autres marques, il y a pas beaucoup de renouvellement non plus dans le form Mmh. factor, hein. Ouais. Personne n'a innové depuis, l'iPhone 1, en fait. Ils font tous de l'innovation dans la photo, dans les caméras, dans la puissance, dans les batteries, mais le form factor en lui-même, le smartphone, il a Mmh. pas bougé depuis, Ouais. la création de l'iPhone 1, quoi. Alors, on va reparler de cet iPhone pliant hein, dans un instant, mais juste pour rester une dernière seconde sur cet iPhone 17R qui va quand même être la nouveauté de cette keynote du 9 septembre. 20 secondes encore de Gurman sur le sujet. Moi, j'ai adoré sa réponse quand je lui ai demandé s'il était l'impatient de l'avoir et de le tester. I can't wait to try it out. J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de le tenir dans ma main, mais j'ai hâte de ne pas l'acheter. Donc ça va être cool, mais je ne pense pas que ce sera un grand succès commercial. Tu sais, Samsung a lancé leur S25 Edge il y a quelques mois Out their S25 et ça n'a pas très bien marché non plus. and that hasn't done La plupart des consommateurs se dirigent vers la série principale 25 parce que le 25 Edge est cool et tout. because the 25 Il est très fin, mais la durée de vie de la batterie et les spécifications sont assez médiocres par rapport à ce que tu obtiens pour un téléphone qui est même moins cher. Et oui, il y a toujours quand même la question du rapport qualité, performance, fonctionnalité-prix hein, qui se pose. Ouais et puis j'ai vu dans ton interview, enfin, j'ai l'impression que lui est pris par le pliable. Il teste aussi les Samsung. Il expliquait que, voilà, il a eu toutes les générations a priori. Donc il attend je pense que la révolution chez Apple, tout le monde attend le pliable, en fait. Je ne sais pas si tu as eu un pliable dans les mains, là, Oui. j'ai le dernier de chez Samsung, là, qui est ultra fin. Hein, avec les caméras et cetera. Ouais, voilà, le Z Fold, c'est un autre usage. Enfin, je veux dire, quand on utilise le web, par exemple, on veut faire de l'e-commerce, moi, je préfère faire sur un écran comme ça que sur un écran d'iPhone, bon, là, c'est l'iPhone 15 Pro, c'est plus pareil, quoi. C'est ce que Donc dit je Gurman d'ailleurs. Hein, ouais. ouais et Vous je êtes pense d'accord? ouais, ouais. Maintenant, le problème, c'est il y a 2 problèmes pour le Fold et qui restent vraiment des problèmes majeurs. C'est le prix. Aujourd'hui, personne n'a réussi à vraiment faire quelque chose d'accessible et puis la batterie. Parce que même ça, aujourd'hui, dans un usage intensif comme nous, on peut avoir, Benjamin, et ben, ça tient pas. Il faut constamment le charger ou avoir une batterie de secours, quoi. Donc c'est 2 problèmes. Alors Apple, si ils arrivaient à résoudre ces 2 problèmes et ils pourraient parce que vu les équipes qu'ils ont, vu le passé qu'ils ont, vu l'expérience qu'ils ont, enfin ils pourraient résoudre ces problèmes, quoi. Toi, c'est là-dessus que tu attends Apple? Je demandais à Mark Gurman s'il y avait encore de la place pour qu'Apple innove l'année prochaine avec son premier iPhone pliant. Tu penses qu'il y a encore de la place? Ah oui, il y a de la place. Imagine qu'ils arrivent en disant: «Bah, on a résolu le problème de la batterie, vous la rechargez en 10 minutes». Aujourd'hui, il y a des centres de recherche un peu partout dans le monde où ils arrivent à le faire. Bon, ils n'arrivent pas à produire la masse, c'est pas encore stable et cetera. Mais, moi, si j'étais Apple, je mettrais les moyens sur ce sujet-là, quoi. La batterie, c'est vraiment le sujet qui embête tout le monde et toutes les marques, en plus. Ouais. Personne n'a réussi à résoudre ce problème-là. Il y a quelques Chinois qui ont inventé des superchargeurs qui te permettent de charger très, très vite. D'ailleurs, le Samsung, avec, leur chargeur se charge assez vite. Mais voilà, c'est comme pour c'est un autre sujet, mais pour les voitures, c'est la même chose. Un superchargeur, si tu as une Fiat, ça va être compliqué. Si tu as une Porsche, bon, tu arrives à faire 80 en 20 minutes, quoi. Voilà, bon. Alors, l'enjeu, hein, l'an prochain, ce sera évidemment le lancement de cet iPhone pliant dont on commence déjà à parler. Avant de revenir sur la question du prix, je te propose
qu'on se tourne à nouveau vers ce que nous disait Mark Gurman en début de semaine. Cet iPhone pliant, lui fait très envie et il l'attend de manière quasiment certaine pour la rentrée 2026. On l'écoute et on en discute juste après. Yeah, for me, Oui, pour moi personnellement, tout tourne autour du pliable. J'utilise les pliables de Samsung depuis plusieurs années et j'ai passé un temps considérable dessus. I've used Moi, j'ai utilisé le Google Fold, certains des téléphones pliables chinois, et je pense que le format est tellement meilleur que le style barre de chocolat auquel nous nous sommes habitués avec l'iPhone au cours des 15 dernières années environ. Et vous savez, cela a vraiment lancé une révolution, un nouvel ensemble de paradigmes d'interface utilisateur. Je pense vraiment que les pliables sont le prochain truc majeur parce que vous pouvez faire tellement plus sur cet écran de 7 pouces, 8 pouces, tout en le repliant pour plus de portabilité ou de capacité à le mettre dans un sac ou un sac à main ou autre. Donc, je suis définitivement à fond sur les pliables. Je pense que c'est un format exceptionnel. La qualité vidéo, la productivité supplémentaire, la véritable capacité de faire du clavier et des emails. Je pense que cela va être tellement plus efficace avec cet écran plus grand, surtout dans un univers où vous allez probablement décharger certaines choses vers des appareils d'IA, que ce soit des AirPods avec des caméras, que ce soit des lunettes de réalité augmentée ou des lunettes d'IA ou d'autres formats. Je pense que le fait d'avoir ce produit central dans votre vie qui devient encore plus puissant, devient encore plus critique à mesure que de plus en plus de choses se déplacent hors de l'écran. Donc, je pense que le pliable va certainement être pour moi et pour vous et d'autres personnes très ancré dans l'écosystème Apple. Je pense que ça va être tout simplement incroyable. Voilà, les superlatifs de Mark Gurman, c'est pas si fréquent à propos de ce futur iPhone pliant. Il nous a d'ailleurs dit qu'il y aurait 2 modèles. Alors, au lancement, il y aurait un premier modèle et sans doute quelques temps après, un modèle équivalent, mais avec un écran plus grand, donc qui serait encore plus spacieux en le dépliant. Et puis, ce serait le début de toute une gamme en fait de produits pliants ou pliables selon ce qu'on préfère. Quand même, si on se place dans l'idée de l'année prochaine, Christophe Remilly, Samsung en sera à sa 8e génération de produits pliants. Apple va arriver avec son premier. Comment est-ce que tu vois le face-à-face l'année prochaine? Je sais pas, je saurais pas te dire. Soit ils ont travaillé depuis longtemps et ils les ont démontés depuis 8 générations Sûrement. et ils savent ce qu'il faut faire et ils vont pas faire tout à fait la même chose. Bien que on peut pas réinventer la roue, un pliable, ça reste un pliable et le problème, c'est l'écran. Tu sais, moi, quand j'ai couvert le Mobile World Congress, les pliables, j'ai vu les premiers apparaître il y a une dizaine d'années. Donc c'est pas récent. Donc si les gars, si les équipes travaillent, peut-être pas depuis 10 ans, mais depuis plus de 5 ans à ce sujet-là, de la charnière, de la finesse, de la batterie, ils peuvent surprendre. Je pense qu'Apple a les moyens de surprendre. Maintenant, je sais pas, tu sais, c'est une boîte assez secrète, donc même quand on connaît bien des membres dans leurs équipes, ils ne parlent pas, en fait, tu vois? C'est compliqué. Tu le sais, hein, tu sais mieux que quiconque peut-être même, parce que C'est même vrai. en tant que journaliste, pour avoir, des gens d'Apple, c'est difficile. Mais oui, je pense qu'ils peuvent surprendre et ils peuvent surprendre, Samsung aussi. Bon, Samsung a de l'avance, ça c'est sûr. Ils ont l'expérience du marché, en plus les retours des clients et cetera. Bon, j'espère qu'ils ont fait le nécessaire, Apple, sur, ces années qui permettraient de faire quelque chose de peut-être pas de différent, mais à la sauce Apple, quoi, à la sauce Ouais. Apple. Ça soit nickel et qu'on n'a rien à dire et que ça soit un peu un effet waouh, ce qu'on a pu depuis des années, quoi. Mmh. Mark Gurman me le disait, une fois qu'on est passé au pliant, au smartphone pliant, en tout cas pour lui, c'est impossible de revenir en arrière. C'est Est-ce que compliqué. Ouais. Est-ce que tu penses que ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, justement, les utilisateurs d'iPhone vont changer finalement d'habitude progressivement avec ce premier iPhone pliant? Oui et non. Oui, pour ceux qui ont les moyens. Parce que je ne sais pas à quel prix il va être, mais Samsung, c'est 2 000 € quand même, hein. Mmh. Donc tout le monde n'a pas 2 000 € à mettre dans un pliable. Si tu es cadre, voilà, et que tu travailles dans une grosse boîte, ta boîte peut même peut-être te le payer. Oui, peut-être.
Après, Apple a toute la. Tu sais, je suis toujours surpris d'Apple quand on regarde le cinéma, la mode. C'est deux secteurs qui sont quasiment accaparés par Apple dans l'usage. Donc tous ces gens-là, oui, ils vont y passer et ça va donner envie aux autres. Mais ils auront intérêt à faire un pliable accessible au plus grand nombre dans les années qui viennent. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Comme Gurman, je pense que une fois que tu y es, ça va être difficile de retour en arrière. Ouais, il y aura un avant et un après, hein. Ouais, ouais. Alors, puisqu'on est sur les prix, Christophe, c'est l'une des grandes questions, hein, dont on attend la réponse le 9 septembre. Apple va-t-il augmenter ses prix à cause des nouveaux droits de douane aux États-Unis pour les produits en provenance de Chine, d'Asie et d'Inde notamment? Oui, dit Mark Gurman, mais moins que ce qu'on craignait. On va en reparler, on l'écoute. Tu sais que je pense qu'à un degré assez significatif, les préoccupations concernant l'augmentation des prix de l'iPhone ont été exagérées. Je pense que beaucoup de ces préoccupations proviennent de personnes qui mentent au marché sur la façon dont Apple va devoir déplacer la production d'iPhone ou l'assemblage final aux États-Unis, n'est-ce pas? Ce qui, évidemment, entraînerait des coûts supplémentaires car il est beaucoup plus cher de produire des articles aux États-Unis que de le faire en Asie, à l'étranger, et de les expédier. Donc je pense que les augmentations de prix seront, selon la personne, assez négligeables. Si tu achètes les téléphones avec des plans de paiement, cela sera essentiellement absorbé par le coût du paiement mensuel. I would imagine. J'imagine que les augmentations de prix vont se situer entre $50 et $200 au maximum. Je pense que cette idée que les iPhones vont commencer à coûter $500 de plus, 1000 de plus, $300 de plus, je ne pense pas que ce soit le cas et je ne m'attendrai pas à un afflux de personnes voyageant à l'international pour essayer d'économiser de l'argent parce que je pense que si Apple augmente les prix aux États-Unis, tu pourrais voir quelques changements marginaux à l'international également. Mais je ne dirais pas que les augmentations de prix à un degré gigantesque, comme je l'ai dit il y a une minute, sont une certitude. Je pense qu'elles vont être du côté le plus mince. Et si tu prends en compte ce que cela signifie pour les plans de paiement, je me risquerais à dire que les changements de paiement mensuels seront entre 3 et 12 par mois, selon l'appareil, selon la capacité de stockage, selon la configuration, la taille de l'écran, etc. For a lot of Donc tu sais, pour beaucoup de gens, ce sera un paiement plus important. Mais je pense que la plupart des gens qui sont déjà prêts à dépenser $1000, $1200, $1300, $100 américains de plus pour un téléphone, je pense que cela va être assez marginal et peut-être même négligeable. Ton sentiment, Christophe, sur les annonces aussi des tarifs, est-ce que tu t'attends, toi, à une hausse des prix d'Apple aux États-Unis et peut-être aussi dans le reste du monde? Je ne saurais pas te dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses tendues à travers les taxes et puis la matière première, enfin, ce qui fait un smartphone à l'intérieur. Apple est une marque de luxe, hein, enfin, c'est pas, c'est une marque premium, hein, donc je pense pas ils ont eu des expériences un peu low cost, mais tu vois, très. C'était pas, c'est pas leur métier en fait. Ils vont pas rogner leur marge, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Je saurais pas te dire. Franchement, j'ai pas d'avis sur la question. En plus, il y a une instabilité géopolitique tellement énorme que tout peut changer. Voilà, en quelques heures, hein, donc. Mais tu serais étonné que les prix restent identiques? Non, je ne serais pas étonné. Après, ils ont des marchés très puissants comme l'Inde et tu sais que là, voilà, ils vont s'adapter. Les prix d'Apple en Inde sont très chers. Donc peut-être ils vont tenir compte de ce pays-là et je sais pas comment ils vont agir. Je sais que les autres constructeurs, par exemple en Inde, tu vois, des constructeurs chinois, ils adaptent leurs prix et leurs modèles. Est-ce que Apple va le faire? Je ne sais pas ça. Et est-ce que tu penses, si les prix augmentent aux États-Unis, qu'ils augmenteront presque automatiquement, mécaniquement dans le reste du monde et notamment en France? Oui, ouais, 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 je Ouais. pense, ouais, je pense. C'est tellement compliqué, Il faut une boule de cristal là pour savoir ouais, à ouais, ce c'est une stade. boule de cristal. Ouais. Mais ce qu'on peut retenir, c'est une marque premium. Donc de toute façon, voilà, il faut avoir un porte-monnaie quand même bien garni, quoi.
Et puis, alors, j'ai posé une dernière question à Mark Gurman, puisque lors de la conférence développeur du mois de juin, Apple a fait le choix stratégique de faire évoluer le nom et la numérotation de ces systèmes d'exploitation, qui avaient tous des numéros différents jusqu'à maintenant et qui désormais portent tous le nom de l'année suivante, c'est-à-dire que iOS, macOS, watchOS, visionOS s'appellent tous 26. Je lui ai demandé s'il était envisageable que Apple fasse aussi évoluer le nommage des iPhones. On écoute sa réponse et on se retrouve une dernière fois juste après. It's a good question. C'est une bonne question. Je pense que pour répondre à la première partie de votre question, il y a un désir de changement de nom. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au marketing d'Apple qui pensent que peut-être cette convention de nommage est dépassée, peut-être qu'ils pourraient essayer quelque chose de différent. Ils ont changé la façon dont ils structurent le nommage des logiciels comme pour iOS 26, iOS 27, 28, etc. et l'ont unifié à travers les systèmes d'exploitation. Puis quand ils ont lancé le dernier iPad, ils ont également changé un peu la convention de nommage là-bas. Donc ils ont le nom du produit comme iPad Pro, puis ils ont le nom de la puce, entre parenthèses. Donc c'est l'iPad Pro M4, il y aura l'iPad Pro M5, etc. Et je pense qu'ils font quelque chose de similaire avec le Mac aussi. Mais à cause de la façon dont les téléphones sont vendus dans les magasins de téléphonie, parce qu'ils sortent de nouveaux modèles sur une base annuelle, parce que les renouvellements de téléphones ne sont pas nécessairement liés à la puce, il se trouve juste avoir de nouvelles puces dans le cadre du renouvellement continu. Tandis que sur le Mac et l'iPad, c'est essentiellement juste parfois un renouvellement de puces. Je ne les vois pas, du moins pour l'instant, s'éloigner de cette convention de nommage, n'est-ce pas? Je pense que la convention de nommage 17, 18 est là pour rester au moins pour les 2 prochaines années. C'est juste la façon dont ces téléphones sont vendus, la façon dont les opérations sont gérées. Il est trop difficile pour quelque chose en telle production de masse de s'éloigner du système de nommage actuel. Vous avez les fabricants de coques, les fabricants d'accessoires. Cela va juste être difficile. Il y a donc beaucoup plus de considérations qui entrent en jeu avec un téléphone qu'avec un iPad, un Mac ou les systèmes d'exploitation logicielle. Mais je pense que vous avez raison, il y aura un changement de nom éventuellement. La grande question, est-ce qu'ils abandonneront les numéros? Est-ce qu'ils le changeront pour l'année? L'autre question est-ce qu'ils changent le numéro comme l'a fait Samsung? Je devinerais, c'est juste une supposition, qu'ils vont probablement sauter l'iPhone 19. Et après les 18 et l'Ultra l'année prochaine, ils passeront juste à l'iPhone 20 pour marquer le 20e anniversaire en 2027, un peu comme ils ont sauté le 9 en 2017 et sont passés directement à l'iPhone X en 2017. Ce serait ma supposition, mais peut-être qu'ils trouveront quelque chose de mieux. Voilà, donc effectivement, potentiellement un iPhone 20 pour le 20e anniversaire de l'iPhone en 2027. On parle d'ailleurs d'un iPhone potentiellement tout en verre, ce qui correspondrait à un brevet qu'Apple a effectivement déposé. Il y a un enjeu commercial énorme, évidemment, et si Apple change le nommage des iPhones, finalement, c'est tout l'écosystème qui risque de se retrouver perdu. C'est ce que dit Mark Gurman. Hein. Ouais. Après, si on fait abstraction d'Apple et qu'on regarde un petit peu tout ce que font les autres constructeurs, le nommage, c'est plus, j'allais dire, c'est pour les humains, quoi, hein, tu vois. Et puis, c'est pour la revente, l'occasion, parce que... Mais oui, il faut que les gens s'y retrouvent. Il faut que les gens s'y retrouvent. Donc, ils n'auront pas le choix. Après, qu'ils le changent à partir de l'iPhone 20 et qu'ils donnent une nouvelle numérotation ou qu'ils fassent un coup marketing, enfin, voilà. Je pense qu'ils ont des idées et ils ont des agences qui peuvent les aider à réfléchir là-dessus. Regarde ce que fait Samsung, il y a toujours plus ou moins des chiffres aussi. Mais ils ont rajouté, tu as toujours le Samsung Galaxy et puis le nom, voilà. Mais tu as toujours un chiffre quand même potentiellement sur certains modèles. Ouais. Donc ça, j'ai pas d'avis là-dessus et puis je m'en fiche un peu en fait. Et je sais pas si les gens... Mais par contre, pour l'occasion, c'est vrai, pour revendre, c'est très important. Parce que les gens te demandent, c'est quel Apple Watch, c'est quel iPhone. Donc ça permet pour nous humains d'avoir un hommage et de savoir où on en est, qu'est-ce qu'il a comme fonctionnalité et qu'est-ce qu'il vaut sur le marché, quoi. Donc ils sont obligés de suivre ça, je pense. Bon, en tout cas, on aura au moins des confirmations le mardi 9 septembre à partir de 19h heure française. Merci beaucoup Christophe Remeilly, consultant spécialiste du secteur des télécoms. Je rappelle qu'on te retrouve évidemment sur le site servicemobile.fr. Merci d'être revenu dans les voies de la tech et à très bientôt Christophe. Merci Benjamin de ton accueil et puis bonne continuation pour les voies de la tech et j'écoute.
Merci, à bientôt Christophe, À avec bientôt. plaisir. À bientôt. Allez, dans une poignée de secondes, la Kids Watch va-t-elle mettre tout le monde d'accord à l'école? Réponse à venir avec le directeur marketing grand public de Bouygues Télécom, Marc Laurier. Marc Laurier, bonjour. Bonjour. Directeur marketing grand public de Bouygues Télécom, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir pour la première fois dans les voies de la tech. Merci de votre accueil. C'est un plaisir partagé. Merci à vous d'être là. 25 ans de carrière chez Bouygues Télécom depuis juin 2000, si j'ai bien compté. Ouais, vous êtes bien renseigné. Exactement, c'est ça. Alors, c'est la rentrée pour les élèves, mais aussi pour Bouygues Télécom. Et mercredi, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, a confirmé la généralisation progressive de l'opération dite portable en pause à tous les collèges de France à partir de ce 1er septembre. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle pour Bouygues Télécom, vous nous le direz peut-être dans un instant. Mais d'abord, Marc, je vous propose qu'on écoute Elisabeth Borne, qu'on écoute ce qu'elle a expliqué avant-hier. C'était pendant sa conférence de presse, en fait, une confirmation de ce qu'on savait en réalité depuis le mois d'avril. C'est d'abord une bataille résolue, mais aussi raisonnée, contre ceux qui abîment, détournent et fragilisent, notamment le fléau de la surexposition aux écrans sur lesquels nos élèves passent plus de 5 heures par jour en moyenne. 5 heures durant lesquelles ils sont livrés aux aléas des algorithmes, avec tout ce qu'ils peuvent charrier de violence et de contenu inadapté. Je pense aussi aux dégâts causés par le cyberharcèlement, aux troubles relationnels et cognitifs, sans compter l'impact sur l'attention en classe. C'est pourquoi, dès cette rentrée, le dispositif portable en pause au collège entre pleinement en vigueur. Il s'agit de garantir qu'aucun collégien n'utilise son téléphone portable au sein de l'établissement. Cette mesure s'accompagne de la suspension de la mise à jour des outils numériques comme Pronote, les soirs et le week-end. En outre, la France se saisira au plus vite de la possibilité pour laquelle nous nous sommes battus au niveau européen d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Car l'enjeu des écrans est un enjeu de santé publique, un enjeu de santé mentale dont nul ne peut nier les effets. Marc Laurier, votre réaction à cette extension du dispositif dont vient de parler Elisabeth Borne, est-ce que ça va avoir des conséquences pour vous en tant qu'opérateur mobile et sur vos perspectives auprès de vos plus jeunes utilisateurs? C'est une vraie réflexion qu'on a collectivement à mener sur ce sujet. Benoît Torletin, notre directeur général, avait fait une tribune il y a quelques semaines, justement au moment où on a lancé notre Kids Watch. Je vais revenir dessus pour justement montrer toute la mobilisation de Bouygues Télécom autour de cette problématique, parce que c'est un vrai sujet de société sur lequel l'opérateur a une responsabilité. J'ai envie de revenir d'abord, en fait, finalement, sur nous, notre stratégie. Notre stratégie aujourd'hui, en tant qu'opérateur, nous, c'est d'être l'opérateur préféré des familles. Et une question qui se pose, qui est très forte et qui suscite beaucoup d'émotions, c'est le premier équipement de l'enfant, le premier équipement numérique. Et là, il y a une tension très forte qui se crée chez les parents qui ont connu ça, qui est finalement, d'un côté, je veux accompagner l'autonomie de mon enfant dans ses premiers déplacements pour aller à l'école, s'il prend le métro, s'il prend le bus. C'est toujours une émotion assez forte pour un parent de laisser sortir son enfant les premières fois. On a envie d'être rassuré, on a envie de savoir où il est. Et de pouvoir lui passer un petit coup de fil, sachant que, bon, généralement, en tant que parent, on a l'illusion qu'on va avoir une vraie conversation. Le coup de fil dure 3 secondes, mais on est content d'avoir eu, juste d'avoir été rassuré sur le fait de, bah On oui, est tout va bien. rassuré. Ouais. Et puis de l'autre côté, comme le dit madame la ministre, une exposition, j'ai une profonde inquiétude parce qu'il y a une exposition à des contenus qui peuvent être totalement inappropriés, sur lesquels des enfants n'ont pas la maturité. 70% des plus de 9 ans ont un smartphone. Donc c'est énorme comme statistique. Forcément, ça nous interpelle. Et puis, il y a une étude récemment de santé.fr qui est sortie, qui parlait de 13 à 24 heures de temps d'écran par semaine pour les 9-11 ans. Donc cette tension pour le parent, à la fois je veux donner de l'autonomie, mais je suis inquiet. Donc nous, ça nous paraissait
une dimension très forte à adresser, c'était et trouver une solution par rapport à notre positionnement, par rapport à nos familles, d'apporter une solution aux clients et à nos consommateurs, parce que jusqu'ici, finalement, depuis plusieurs années, la réponse qui est apportée, c'est je t'achète un smartphone quand est venu le temps du premier équipement. On sait que les familles peuvent être très différentes en fonction de leur situation. Il y a des parents qui vont presque être en résistance et attendre le plus tard possible pour équiper l'enfant. Bon, il y a plein d'autres familles qui n'arrivent pas et qui équipent rapidement. Et ça nous paraissait très important pour nous, Bouygues Télécom. On considère qu'on a cette responsabilité d'adresser cette problématique. Et donc, avec KidsWatch, pour ce premier équipement, on a voulu proposer un produit qui répond à cette inquiétude, qui permet justement d'avoir un contact avec l'enfant, mais sans Internet et sans réseaux sociaux. On va y revenir, Marc Laurier. Je rappelle quand même que depuis 2018, une loi restreignait déjà l'usage des portables à l'école et au collège, mais ce n'était pas suffisant, pas suffisamment appliqué, d'où ce nouveau dispositif qui sort donc de la phase expérimentale l'an dernier dans une centaine de collèges pour s'appliquer progressivement dès lundi. Alors concrètement, le dispositif va inciter les élèves à laisser leur portable pendant les cours dans des casiers, des mallettes ou des pochettes. Ils doivent être éteints et rangés. C'est l'utilisation qui est interdite. Interdiction qui vaut aussi pour les tablettes et les montres connectées, mais peut-être pas pour celle que vous avez évoquée, la KidsWatch. On la découvre ensemble et on en discute dans une minute. Avec, on peut passer des appels, envoyer des messages vocaux ou faire des visios de manière totalement sécurisée. Seuls les contacts renseignés dans l'application par les parents peuvent joindre l'enfant. Autre fonctionnalité phare, la géolocalisation. Vous pouvez suivre les déplacements de votre enfant, mais aussi définir des zones de sécurité. Par exemple, l'école ou la maison. S'il y entre ou on sort, vous êtes immédiatement informé. Il y a même un mode SOS. En cas d'urgence, votre enfant appuie pendant quelques secondes sur le bouton principal et vous recevez un appel automatique accompagné d'une alerte avec sa position GPS et une photo. Pour garantir une utilisation sereine et en toute sécurité, la montre ne prévoit pas d'accès à Internet ni aux réseaux sociaux, mais une connexion 4G exclusivement pour les communications et la géolocalisation. Alors, montre connectée ou pas, la KidsWatch va-t-elle entrer dans le champ des appareils qui vont devoir rester dans les casiers pendant les cours? Alors, nous, on va d'abord se plier à chaque règlement intérieur qui vont être opérés. Déjà, dans la fonctionnalité de la montre que j'ai prise ici, je me suis dit, c'est un format qui s'y prête. Alors, elle est ici. Elle a une fonctionnalité qui est très importante. On reviendra tout à l'heure, j'imagine, au travers de vos questions, mais qui est le mode école. Et donc, le mode école, Oui. en fait, bloque en fait toutes les fonctionnalités de la montre. Elle donne plus que l'heure et elle ne sonne plus. Et en plus, Madame la ministre parlait beaucoup des contenus. Je veux dire, comme il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseaux sociaux sur cette montre de toutes les manières, il n'y a pas de il y a pas de tentation de déconcentration dans le cadre de l'activité scolaire. Donc nous, le but du jeu, en tout cas les consignes, déjà on dit aux parents respecter les règles de l'établissement, et nous l'esprit en tous les cas qui est le nôtre quand on commercialise ce produit, c'est de se dire très clairement la montre elle est dans le sac. Et le parent peut, au travers de l'appli, définir les horaires où l'enfant va pouvoir utiliser la montre et activer le mode école pour qu'il ne se passe absolument rien. Pour vous, elle remplace le portable pour les plus jeunes, c'est ça l'idée? Oui, c'est de retarder, exactement, c'est de retarder l'équipement du smartphone et d'avoir une alternative finalement, ce que je vous expliquais au départ, qui est finalement par rapport à ce premier questionnement du premier équipement, qui est souvent de savoir si tout va bien, où est l'enfant, d'avoir des contacts assez simples, et finalement de se dire, pour faire ça, il n'y a pas besoin de donner le super smartphone qui fait Internet, qui donne accès à tous les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui avec plein de tentations et sans frontières sur un certain nombre de dimensions, et qui fait que on expose des enfants dont la maturité est encore faible à des contenus auxquels on ne devrait pas les exposer. Et finalement, on permet de retarder. On pense que c'est un bon outil pour retarder l'équipement du smartphone. Et en même temps, parce que dans ce, comment dire, dans ce trio, parce qu'il y a aussi l'enfant qui joue là-dessus, on se dit, la montre, finalement, elle est sympa, elle a un beau design. C'est aussi une manière de l'embarquer en lui disant, regarde, tu as un bel objet au poignet
ça ressemble à une Apple Watch, et finalement, qui retrouve aussi, lui, son côté ludique par rapport à l'objet, mais sans l'ensemble des risques que comporte un smartphone. C'est quand même pas banal d'entendre un opérateur dire on souhaite contribuer à retarder l'âge du premier smartphone. Alors, vous n'êtes pas le premier à me dire ça. Sur, moi, je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'opérateur, et c'est pour ça qu'on croit à ce produit et puis qu'on est ravi d'en parler avec toutes les personnes qui nous interrogent sur le sujet. On croit vraiment, on a une responsabilité, on a un engagement. Notre directeur général lui-même a signé une tribune sur ce sujet. Et je pense qu'en tant qu'opérateur, on a une responsabilité que de protéger nos enfants et de mettre en place des solutions qui permettent effectivement à chaque famille d'accompagner les changements, de permettre à nos enfants de grandir progressivement et puis d'appréhender ce monde numérique qui a des règles et qu'on apprend aussi avec l'âge. Vous dites que la Kids Watch, elle répond à un double besoin de sécurité et de communication parce que oui, c'est une montre connectée, mais elle ne va pas sur Internet. Oui. Oui, elle ne va pas sur internet, absolument. Finalement, la connexion dont vous parlez, elle sert à la localisation principalement et au message au travers de l'appli. Et puis aussi de passer des appels. Donc, des appels, et il y a un côté ludique. Vous pouvez faire des appels vidéo, donc entre un père et son fils, Oui, quand même. ou ses filles. Ouais. Donc, ça peut être une maman, ça peut être ça peut être un moment aussi assez sympa en termes d'échange. Donc, il y a ce côté ludique. Mais oui, elle n'est pas connectée à Internet. Peut-être sur les grandes fonctionnalités qui répondent justement aux besoins justement qui nous paraissent clés des parents. C'est-à-dire que la première dimension, moi que je trouve importante, que je rappelle à chaque fois, c'est le parent qui définit les contacts dans le répertoire de la montre que l'enfant va pouvoir solliciter. Ça a l'air de rien comme ça, mais aujourd'hui, vos enfants, quand ils ont un smartphone, ils peuvent enregistrer n'importe quel numéro, et donc du coup, de gens que vous connaissez pas. Là, vous déterminez les contacts. Ça commence d'abord plutôt par papa et maman, et puis on imagine qu'ensuite, on rajoute peut-être les frères, les sœurs, un copain, mais du coup, ça, c'est une première dimension importante. Elle permet de passer des appels, donc qu'ils soient des appels, comment dire, voix traditionnelle ou vidéo, comme je vous disais, puis interagir au travers de l'interface sur des messages. Ça permet de savoir où est l'enfant et donc c'est vraiment bien fait, c'est très précis, avec, pour aller encore plus loin, si vous voulez même définir une zone, où l'enfant a le droit d'aller et s'il sort de cette zone, je sais pas si on est à Paris, moi je sais que j'interdisais à mes enfants d'aller, dans certains quartiers. Voilà, si ils vont dans ce quartier-là, hop, vous êtes Ça prévenus, sonne chez vous. Voilà. et ça sonne chez Ouais. vous et au moins, vous pouvez avoir un dialogue avec l'enfant parce que le but du jeu, c'est pas juste faire un dialogue: «Bah, tiens, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as pas prévenu», donc ça permet aussi, d'avoir ce dialogue-là. Donc ça, c'est, un élément important et vous avez même un bouton SOS qui permet, à l'enfant d'une simple pression, sur un bouton sur le côté de la montre, de lancer un appel, vers le parent. Donc, ça donne un scope assez, large et puis on l'a voulu aussi assez sobre et frugal parce qu'on sait qu'aussi il y a des écrans à la maison, il y a des ordinateurs, il y a des tablettes, où il y a des jeux et cetera. Donc on voulait pas que ça soit un énième Ouais. écran, où il peut se passer du temps, et donc du coup, il y a juste un jeu, tout simple, pour quand même, et il y a un appareil photo. Voilà en gros les fonctionnalités. Donc pour nous, c'est vraiment, voilà, si encore une fois, par rapport à des parents qui veulent commencer à rendre leur enfant autonome, commencer à le faire rentrer, profiter du numérique aussi, pour se faciliter l'interaction. C'est un premier pas qui nous paraît plutôt judicieux. On sait qu'il y a des parents qui continueront à faire je lisais un article ce matin, qui continueront à faire le choix du smartphone parce que, mais bon, pour tous ceux qui veulent attendre, aujourd'hui, ils ont une solution. Et y aller progressivement aussi. Ouais. Exactement, exactement. Alors, la Kids Watch, hein, c'est une montre fabriquée par TCL, hein, Oui. le géant chinois, que vous proposez à un prix qu'on peut quand même considérer très raisonnable, hein, 97 €
en achat one shot, comme on dit, Oui, ou oui, alors 1 euro et puis 4 euros par mois pendant 24 mois. c'est Et ça. puis, il y a le forfait mobile C'est- qui est nécessaire pour que Oui, la montre puisse envoyer la géolocalisation et permettre les appels. Et là aussi, vous avez été raisonnable. oui, on est à 4,99 € et ça comprend tous les usages. En fait, il y a aucune possibilité de dépassement et par essence même des usages qui sont intégrés. Mais on voulait que, voilà, pour pour les parents, que ça soit, voilà, bon, bah, pour 4,99 €, voilà, tu as ton premier équipement, que ça soit simple, que ce soit accessible. On Mmh. sait qu'il y a aussi des enjeux, de pouvoir d'achat, en France. Il y a des articles tous les jours, sur le sujet. Donc ça nous paraissait important pour ce premier équipement d'être accessible, et que ça puisse, adresser, un large public. Bon, vous la prendriez en noir, en rose ou en bleu, Marc Laurier? Parce que j'ai envie de vous répondre, moi j'ai 3 enfants, qui sont un peu grands, maintenant, mais très clairement, Ah, moi j'ai maintenant plutôt un sujet de trouver demain le la comment dire? La solution pour, que le temps d'écran soit eux, ils sont au smartphone et je peux pas les faire revenir en arrière. Mais si, le premier équipement numérique, j'aurais démarré par ça. Et c'est aussi, on l'a pas évoqué tout à l'heure, hein, moi c'est un sujet qui me touche particulièrement, on sait qu'il y a des modèles éducatifs, très différents, hein. Il y a des familles traditionnelles, il y a des familles séparées. C'est une solution aussi qui permet de gérer, des mmh, gardes alternés, parce que, les 2 parents peuvent être informés, sur les semaines respectives, sur les enfin, je veux dire même s'ils ont pas les enfants, parce qu'ils ont l'appli. ouais. Donc je trouve c'est important et donc je pense que, mes enfants m'auraient plutôt emmené alors j'ai 3 filles, je pense que j'aurais une rose et 2 noires, je pense, à mon avis, pour répondre à votre Elles ont question. peut-être plus l'âge des Kids Watch. Oui, oui, elles sont oui, oui, elles ont pas mais on a bien rigolé en faisant les tests et parce elles se sont prêtées au jeu de l'utiliser et pour me permettre de voir un Bêta petit peu testeuse, ouais. comment ça marchait exactement. Donc je les remercie pour ça d'ailleurs. D'accord. Marc Laurier, 2 dernières questions parce que Oui. c'était notre premier sujet cette semaine dans les voies de la tech. On le sait depuis quelques heures, Apple officialisera, l'iPhone 17 le 9 septembre. Il arrivera commercialement a priori le 19. Est-ce que c'est toujours un événement, pour un opérateur comme Bouygues Telecom, l'arrivée d'un nouvel iPhone? Ou est-ce que au bout de 18 ans, c'est devenu une sorte de routine? Non, pour nous, ça reste un événement, parce que, c'est un constructeur qui arrive régulièrement avec des innovations, qui a un public d'aficionados, hein, et très fidèle, à la marque et donc ça reste un événement, très important. Donc on a hâte d'abord, en tant que, tech et curieux de cette moi j'ai hâte de savoir, tout ce que va apporter ce nouveau téléphone et ce nouveau smartphone. Et puis oui, on sait que les 1ers jours sont toujours des moments, importants, parce qu'il y a tout un public de fidèles, qui a envie d'avoir le dernier iPhone. Heu et nous voilà, on va essayer de faire un lancement, dont le marché se souviendra, hein. Et puis une toute dernière question sur ce marché, de la téléphonie. Les téléphones pliables ou pliants, hein, c'est selon. Mmh. Samsung en est à sa 7e génération. L'iPhone pliant serait a priori pour l'année prochaine. Heu est-ce qu'il ne sera pas trop tard, avec 7 ans de décalage? Et quel avenir vous voyez globalement pour ce nouveau secteur des smartphones pliants ou pliables? Est-ce que c'est le téléphone de demain pour tout le monde? Alors il répond clairement à des attentes de clients qui ont envie d'un grand écran et en même temps que ça prenne que l'encombrement soit limité. Nous, ce qu'on constate, c'est clairement, il y a une cible sur ce type de produit. Est-ce que c'est trop tard au bout de 7 ans? J'aurais envie de vous dire, Kids Watch, ça existe depuis très longtemps autour de nous et à un moment donné, ça dépend beaucoup aussi comment vous le marketez, comment vous l'amenez. Je pense que en tous Mmh. les cas, c'est très clairement un form factor qui a trouvé un public. Si Apple, d'aventure, allait sur ce segment, on peut imaginer qu'il va aussi, ça sera sous l'aspect de l'innovation et donc forcément fera venir, de nouveaux consommateurs, sur ce form factor.
Il a toute sa place, à mon sens. Merci beaucoup Marc Fleurier. Alors pour être tout à fait exhaustif à votre sujet, et puisque je l'avais annoncé dans l'épisode 54 le 8 août dernier, après Free l'an dernier, après Orange 2 fois cet été, hein, une fois en France, une fois en Belgique, je rappelle que Bouygues Telecom a aussi annoncé le 6 août avoir été victime d'une cyberattaque détectée 48 heures plus tôt. Les données de 6 400 000 clients ont en partie été exposées, état civil, coordonnées, données contractuelles et IBAN. Mais selon votre page dédiée sur bouyguestelecom.fr, ni les numéros de carte bancaire, ni les mots de passe des comptes Bouygues Telecom, notamment non fuités. J'espère que les dommages resteront minimes et je vous souhaite à vous et à vos clients tout le meilleur pour les mois qui viennent. Merci beaucoup Marc Fleurier, directeur marketing grand public de Bouygues Telecom, d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine. Grand plaisir. Merci pour votre accueil et puis à très vite, Et j'espère. plein de succès pour la Kids Watch. Merci beaucoup. Au revoir, Benjamin. C'était l'épisode 56 des Voix de la Tech. La version audio intégrale vous attend sur Apple Podcast et sur Spotify. Abonnez-vous évidemment aux Voix de la Tech sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur YouTube pour la version vidéo. Les 55 épisodes précédents vous attendent partout. Merci infiniment pour votre fidélité chaque semaine, et notamment pour votre accueil et vos retours si positifs sur notre traitement de l'affaire Luc Julia la semaine dernière. Si vous aimez les Voix de la Tech, faites-le savoir autour de vous et sur les réseaux. Ne vous contentez pas de liker, partager et republier les posts des Voix de la Tech sur LinkedIn, X, Blue Sky, Instagram et Facebook. C'est l'aide la plus simple, la plus rapide et la plus efficace que vous pouvez m'apporter. Parce que vous le savez désormais, les Voix de la Tech, c'est l'espace d'expression numéro 1 des grandes voix qui font la tech d'aujourd'hui, avec du recul sur l'actualité. En un mot, c'est The Tech Podcast to Be, un podcast hebdo qui va s'enrichir à partir de lundi d'une pastille quotidienne en lien direct avec l'actualité tech, à découvrir tous les matins dès 6h45 sur votre plateforme de podcast préférée. Un lancement qui tombe bien en cette rentrée alors que l'IFA démarre mercredi avec 2 jours de conférence de presse. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous vendredi prochain, le 5 septembre, depuis Berlin, pour le prochain épisode de l'hebdo des Voix de la Tech. Bon week-end et à lundi avec la quotidienne.